Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Nouvelle semaine, nouvel épisode. Ce soir, c'est la matricule 24 pour cette deuxième saison de Xamcast. La semaine passée, c'était un duo qui vous avait parlé du dernier match. Et bien, ce soir, c'est également un duo, mais un duo qui change un petit peu puisque je suis avec Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko, salut à tous. Alors, on va pas dire est-ce que tu as passé une bonne fin de semaine, puisque au moment où on enregistre cet épisode, on est lundi, hein, puisque le match a eu lieu le dimanche. On avait besoin d'un petit temps pour souffler. Donc, bon début de semaine, Osvaldo. Très actif, mais bon début de semaine, oui. Très bien. Alors, au sommaire de cet épisode, on va bien entendu débriefer le match du week-end qui nous a opposé à l'AC Bellinzone donc le 2 mars. Et puis, nous allons faire le briefing du prochain match qui s'annonce pas si simple que ça. Voilà, Osvaldo, j'espère que tu es chaud. On passe tout de suite à la première rubrique. Alors, notre première rubrique, c'est bien évidemment, comme je l'ai annoncé avant, le débriefing du match qui nous a opposé ce dimanche 2 mars. Inhabituel hein, pour Neuchâtel Xamax d'évoluer le dimanche déjà de base et d'autant plus à la Maladière. Donc peut-être déjà un petit mot là-dessus, Osvaldo. Bah, finalement, ces matchs du week-end, ça passe bien aussi, hein. Ah, moi je préfère clairement le dimanche après-midi au vendredi soir. Surtout, on va dire, dans notre situation qui n'est pas extrêmement gaie déjà naturellement. Parce que finalement, c'est quand même c'est quand même autre chose de vivre un match, quelle que soit l'issue, dans un bel après-midi ensoleillé avec une température agréable que comme une grande partie de l'automne et puis le début de l'hiver, le vendredi à 20h15 où il fait souvent plus froid. Donc rien que par rapport à la météo et à la température, j'ai bien apprécié cet après-midi neuchâtelois. Ouais, eh ben, je pense qu'il y avait à peu près 800 personnes qui ont eu le même raisonnement que toi, puisque il y avait, c'était à peu près le nombre, hein, 7 à 800 personnes de plus que lors du match contre Vaduz. Et les 2300 déjà contre Vaduz, à mon avis, avaient été très généreusement comptés. Mhm. Donc voilà, je pense que aussi le retour des vacances neuchâteloises fait qu'il y a peut-être un peu plus de monde aussi qui a pu venir à ce match que s'il avait eu lieu le vendredi soir. Voilà, ça c'était la petite aparté. Alors après une bonne prestation du côté de Chafouz la semaine d'avant, on attendait une confirmation de la part de nos Xamaxiens sur ce match. Alors on a eu, on va dire qu'une demi-confirmation, puisque on a vu de très très belles choses dans le jeu, mais malheureusement le résultat est pas totalement au bout, puisque Neuchâtel Xamax et Bellinzone ont partagé l'enjeu un partout sur ce match. Alors, comme d'habitude, les réactions de nos auditeurs. On a Béatrice qui nous dit frustrant et décevant. Osvaldo, tu as voulu faire une petite dédicace. Toi, tu as parlé de la météo. Il y avait du soleil à la Maladière. C'est vrai qu'il faisait beau hein, du côté de la Maladière. On ne s'est pas trop Ouais. caillé par rapport à Vaduz. Alain il nous dit on rate des montagnes indignes à ce niveau qui nous coûtent les 3 points. Lucas, comme d'habitude, quand on gagne 1-0, on se fait égaliser dans les 5 dernières minutes. Maxime qui nous dit déçu du résultat alors qu'on aurait pu gagner avec les occasions manquées. Eliano qui nous dit une attaque malheureusement inefficace. Notre Sam qu'on salue, il a juste mis une image d'un petit écureuil qui regarde en l'air avec les bras écartés de dépit, je pense. Et puis on a Luigi, lui, il a fait un commentaire et on débattra de ce sujet en fin de débriefing, Osvaldo. Pourquoi ai-je toujours l'impression, à part pour 2 ou 3 actions, que les autres équipes savent mieux jouer au ballon? On garde ça en tête et on reviendra après avoir un peu décortiqué les différentes Mhm. actions. Alors, le sentiment général quand même à la fin de ce match, c'est une grosse frustration quand même, hein, Osvaldo. Et oui, parce que finalement, on l'a dit un petit peu en off quand on s'est appelé cet après-midi. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que je suis, d'un côté, je suis bien d'accord quand on voit les noms qui composent cette équipe de Bellinzone, qu'elle est peut-être pas complètement
qu'elle n'est peut-être pas complètement à sa place au classement. Pour les avoir également commentés en Coupe de Suisse durant cette semaine pour la radio pour laquelle je commande les matchs, c'est une équipe qui, quand elle se met à jouer, elle a des joueurs qui savent jouer au ballon. Maintenant, sur notre synthétique, avec certains joueurs qui composent notre équipe, je trouve que surtout dans un match où on sortait justement d'une victoire contre Chafouz, où un minimum de confiance devait normalement avoir refait surface. Je- Enfin, moi, ce qui m'embête le plus, c'est que le match pour nous, il s'est arrêté après l'ouverture du score. On va y revenir action par action, Mhm. On va y revenir mais, action par mais, action. mais c'est un peu cette impression que ouais, il y aurait pu y avoir un score beaucoup plus large à la mi-temps. Effectivement, on a marqué en début de deuxième mi-temps et on se dit, bon, bah, enfin, t'as fait sauter le verrou. Et dans pas mal de cas, ça devrait pouvoir te permettre de dérouler derrière. Et il y a un manque de gestion du match à plusieurs niveaux qui se répète un peu semaine après semaine. Mhm. Malgré les progrès qu'on voit dans le jeu avec Anthony Breza, que je ne vais pas minimiser. Mais c'est toujours un peu, je me permets parce que j'ai déjà entendu cette expression quelque part et puis ça ira bien avec ce que j'ai mangé avant le match. On a un vrai sentiment de goût de fromage dans la bouche à la fin du match. Voilà. Ouais, ce match, pour résumer, il a eu, on va dire, 3 à 4 phases. Alors la première phase, c'est le premier quart d'heure où là, on a pratiquement vu que Bellinzone. Et puis à la 8e minute, voilà, sans un petit peu de chance, les Tessinois auraient très bien pu ouvrir le score avec une super frappe de Mihailovic qui vient s'écraser. Alors à minima sur la barre transversale, mais elle s'est peut-être même écrasée sur l'angle entre le poteau et la barre transversale. Enfin voilà, on aurait pu déjà être mené au score très rapidement. Dans le match. Et puis, avec cette occasion et jusqu'au premier quart d'heure, on a quasiment vu que Bellinzone. Osvaldo, est-ce que tu as une idée à laquelle minute et seconde Xamax a touché la balle pour la première fois lors de ce match? Oula, non, j'ai absolument Alors pas, moi, non. ça m'a frappé parce que les Tessinois ont engagé et puis jusqu'à la première minute et 55 secondes, donc ça veut dire quasiment la deuxième minute, on n'a pas touché le ballon et quand on a touché le ballon, il était dans les bras d'Omeragic en fait. Donc, Ouais. du coup, on peut dire qu'on a fait 2 minutes sans toucher le ballon. Alors, on en parlait avec Hussein Touati à la fin de son interview, que au début, effectivement, Bellinzone était à 1000 pieds, vraiment le pied sur le ballon. Et puis, voilà, sans un petit peu de chance, on serait arrivé dans ce premier quart d'heure. En étant avec un petit peu de malchance, on aurait pu être mené au score, mais la chance était plutôt de notre côté, donc 0-0. Et puis ensuite arrive la deuxième phase de ce match. Elle durera quasiment non-stop jusqu'à la fin de la première mi-temps et de début de la deuxième mi-temps. Alors, et en première mi-temps, on va commencer par, on va quand même toutes les mentionner parce que je pense que c'est important, mais c'est le festival des occasions gâchées. Moi, personnellement, Osvaldo, j'en ai noté 6. Et puis, c'est aussi ce que Anthony Breza nous a dit lors de l'interview, qu'on a gâché 6 occasions en première mi-temps. Alors, on commence à la 17e avec un face-à-face entre Demassay et Hensler, épisode 1, j'ai envie de dire. Demassay qui se présente légèrement décalé sur le côté droite, et puis un très bon arrêt de Simon Hensler sur le coup. Oui, oui, et puis Hensler qui avait déjà fait, enfin même si son homologue mardi en coupe avait fait un meilleur match que lui, parce que c'est finalement grâce à ses arrêts qu'il y a eu prolongation puis penalty. Hensler, enfin, c'est un des très très bons gardiens de ce championnat, et il a largement rendu sa partition hier. Très clairement. La deuxième occasion que j'ai notée, c'est un très beau coup franc d'Usain Touati à la 17e, hein, dans l'enchaînement finalement de ce face-à-face, quasi. Voilà, un très beau coup franc, et puis à nouveau Simon Hensler qui se détend. Alors, la frappe de Touati, elle manquait peut-être un tout petit peu de puissance, mais elle était quand même bien brossée, et puis elle retombe en pleine lucarne, hein, si le gardien n'intervenait pas, Osvaldo. Ouais, ouais, là aussi, il fait une superbe intervention, parce que la frappe est vraiment bien envoyée et finalement il est là sur la trajectoire, il fait son taf, rien à dire.
Mhm. À la 27e, c'est à nouveau Shelkim de Massai qui se retrouve très bien placé seul devant Simon Hensler et à nouveau le portier tessinois fait l'arrêt qu'il faut. Ouais, ben il était à un moment donné quand on commence à avoir les gants chauds, on rentre aussi dans une phase du match où on a l'impression que rien ne va passer et on se sent un peu invincible et c'est un petit peu le sentiment qu'a certainement dû avoir Hensler quand il est rentré dans le vestiaire à la mi-temps. Ouais. Alors du coup, les deux occasions qui suivent sont pas consécutives à des arrêts de Hensler en soi. La première, c'est à la 34e minute, un superbe rush de Toiti qui s'appuie sur des Maasai. Et là, bah, il rate le cadre de très très peu. Ça se joue à pas grand-chose, hein, Osvaldo, cette action-là. On la voyait tous au Ouais, fond, personnellement. ben oui, puis c'est vrai que en plus de ça, il y a une magnifique combinaison à la base, et puis c'est vrai que là, il manque juste le dernier geste, parce qu'en l'occurrence, Angela est éliminé, et on n'arrive pas à redresser le ballon de quelques centimètres. C'est vrai que bah, quand on a autant d'occasions dans une première mi-temps, puis que finalement on n'en profite pas, il y a toujours un peu la crainte de finir par payer l'addition à la fin. Et je pense que on a souvent parlé de notre défense cette saison, mais je pense que ça, c'est l'un des matchs, c'est pas le seul, où finalement, même la meilleure défense du monde, à un moment donné, si l'équipe en tant que telle ben, rate quand même un nombre de montagnes incroyable, tu as toujours le risque Mhm. de te faire punir de te faire punir à la fin. Sur cette action, j'ai aussi questionné Hussein Touati sur la possibilité peut-être de prendre le ballon du droite. Alors on sait que Hussein Touati, le pied droit, c'est vraiment pas son truc. On l'a encore vu la semaine dernière où on pensait qu'il allait pouvoir faire un centre du pied droit, puis il a privilégié l'extérieur du gauche. Il dit, bon, elle me vient quand même un peu sur le pied gauche, mais c'est vrai que de où il était, elle était plus difficile à cadrer et à mettre hors de portée de Hensler que du pied droit. Mais après, ça va très vite. Le temps de prise de décision, il est quand même assez court. Hein. La balle, la remise de Demassay est assez soudaine quand même. Et puis, il a pas plus d'une demi-seconde pour prendre sa décision. Donc là, il y va à l'instinct. Et puis, dans ce genre de situation, Osvaldo, l'instinct nous dit de frapper avec notre bon pied. C'est évident hein, dans ces situations-là. Clairement, clairement. C'est la sécurité, enfin, c'est ce qu'on pense tous, c'est de prendre la solution sécurité et d'optimiser les chances de marquer. Donc, on y va avec le meilleur pied des deux. Ça Mhm. m'arrive personnellement aussi. Clairement. Et puis à la 36e, là aussi un très très beau solo, cette fois à l'œuvre de Liridon Moulay. Alors pas complètement solo parce qu'il s'appuie en tout cas sur des Maasai et sur un autre joueur. Je pense qu'il y a un double une deux hein, sur cette action. Et puis il perce complètement la défense, il dribble Simon Hensler. Et puis là, sa frappe, il se faut d'un rien pour qu'elle rentre. Parce que, alors, Osvaldo, on est d'accord, il essaye clairement de la mettre au fond, mais il n'arrive pas à cadrer. Et puis, il y a un joueur qui se précipite, mais qui arrive juste pas à toucher la balle. Et elle sort d'un rien. Vraiment, on est passé là aussi tout proche de l'ouverture du score. Oui, oui, bah, il y a aussi le manque de réussite hein, Mhm. qui s'y met. Et c'est clair que ça a été un peu le maître mot de cette première mi-temps. C'est beaucoup d'occasions, mais peu de réussite. Et puis la dernière action qu'on a notée, c'est une frappe de Michael Facchinetti à la 43e minute. C'est Demassai, hein, si je me trompe pas, qui fait un centre en retrait. Et là, Michael Facchinetti, qui était monté aux avant-postes, reprend le ballon. Alors, ben, voilà, elle n'était pas facile à prendre, elle venait assez fort, mais elle est passée quand même assez nettement au-dessus, alors que Michael Facchinetti était relativement en bonne position, Osvaldo. Oui, oui, après, c'est pas quand il y a des gestes un peu en plus qui montent en difficulté, c'est pas forcément un latéral gauche qu'on va faire le procès de ne Non, pas marquer non, si le non, c'est geste n'est pas ça. évident. Elle n'était pas Donc, simple. Elle n'était pas simple, non, hein. non, Même non, pour c'était un pas la plus. attaquant, je pense que Voilà, déjà pour voilà. un attaquant, c'était pas la plus simple du monde. Donc en plus, si ça échoue à un latéral, ben voilà, quoi, il y a toujours le risque, il y a toujours le risque que. Mais ouais, c'est un peu le symbole de ce match, c'est le manque de réussite des 45 premières minutes qui, je le répète, mais nous a coûté un peu cher.
Ouais, à la mi-temps, ben, clairement de la frustration, hein, même si Mihailovic a touché du bois dès l'entame de match, mais ensuite on a quasiment vu que Xamax, en tout cas dans les grosses possibilités de but, il y a pratiquement plus rien eu pour Bellinzone de très conséquent dans cette première mi-temps. On a espéré à ce moment-là que Xamax n'était pas passé à côté de la coche, comme on dit. Et puis, bonne surprise en début de deuxième mi-temps, on a continué sur nos bonnes intentions et on était finalement logiquement récompensé avec cette ouverture du score pour Salim Ben Seguir. Alors une action qui doit, on va le dire quand même, il va pas être crédité d'une passe décisive, mais elle doit beaucoup à la verve de Hussein Touati qui a été intenable sur son côté droite ce dimanche, Osvaldo. Oui, oui, puis il lance des machins dans la profondeur qui lui-même fait le centre pour Ben Seguir qui se retrouve assez seul dans les 5 mètres et puis une magnifique action collective à l'image de ce qu'on a pu produire de vraiment très bon pendant un peu plus d'une mi-temps euh, hier après-midi, quoi. C'est vrai que c'est un peu le symbole de ce qu'on était capable de produire pendant la première heure et c'était mérité à ce moment-là du match. Ouais, elle porte le saut, j'insiste, le saut du Sen Touati parce qu'il met quand même quatre joueurs dans le vent au moment où il reçoit le ballon. Mhm, Il mhm. a deux joueurs, puis Oui, ensuite oui. deux autres qui arrivent dans sa zone et il arrive à les éliminer en un contre un. Et c'est pas enfin, c'est pas la seule fois hein, sur ce match où il a pris le dessus sur son côté. Alors vous l'avez entendu dans notre interview, hein, je l'ai un petit peu questionné aussi par rapport à son positionnement sur le côté droite. Mais Hussein Touati, il est intenable sur le côté comme ça quand il est dans un bon jour. Et je pense que Anthony Breza serait tout à fait inspiré de l'aligner le plus souvent possible sur cette aile droite, Osvaldo. Oui, oui, ben c'est là qu'il s'exprime, c'est l'un des postes auxquels il s'exprime le mieux. Il avait déjà été au crédit d'un super match à Chafou sur son côté, puisqu'il avait mis une passe D déjà pour des Machai. Donc, très clairement, non, il a des qualités techniques qui se prêtent absolument à jouer dans le couloir. Et, et c'est là qu'il a apporté le plus de danger ces derniers matchs. On va saluer aussi la lucidité de notre buteur, chez Kim Demassay, sur le coup, parce que il reçoit le ballon dans une position où, sincèrement, il aurait pu tenter la frappe. Hein. Il arrive quand même, il est un peu excentré, mais voilà, il aurait pu aussi tenter encore de se rapprocher du but. Et puis, il a la lucidité de voir que l'angle se ferme, que Sauter est juste derrière lui, que Souter vient essayer de couper une possibilité de frappe et il lève la tête, le petit coup d'œil, il voit Salim Ben Seguir bien placé et puis il lui met le ballon exactement là où il faut, dans le rythme où il faut. Et j'ai envie de te dire, Osvaldo, Ben Seguir, il pouvait pas la rater celle-là. Non, 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 c'est un caviar absolument incroyable. Il a le but vite face à lui donc c'est comme on dit dans ces cas-là, 90% du but, 90% du mérite du but en vient au travail préparatoire de l'action. Donc, Ouais, totalement. Un but qui va faire du bien aussi, j'imagine, à Salim Ben Seguir, qui c'est le premier hein, depuis son retour à Neuchâtel en fin de mercato d'été. Et je pense que c'est son premier, oui, oui, c'est juste, c'est son premier but tout court sous les couleurs de Xamax, hein, puisque l'année passée, en 21 matchs, il avait délivré une passe décisive, mais aucun but. Donc voilà, j'espère que ça lui fera du bien. On va évoquer aussi la situation de Salim Ben Seguir. Ben, c'est un peu l'inverse de Toiti, hein. Finalement, il avait été beaucoup positionné par Rulli Forte un peu sur le côté, et on a l'impression que cette rocade, finalement, c'est rien d'autre qu'une rocade entre les deux joueurs, leur permet d'exprimer leur potentiel le mieux possible. Ben Seguir, il est clairement plus à l'aise dans l'axe, dans ce rôle de soutien de l'attaquant que sur le côté, Osvaldo. oui, 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 clairement, lui pour le coup, il est bien mieux dans l'axe. Ses qualités techniques s'expriment bien mieux à ce poste-là. Très clairement, et puis voilà, il a été logiquement élu l'homme du match par les suiveurs des pages officielles sur les réseaux du club. Mais voilà, il n'est pas le seul à créditer d'un bon match, mais voilà, il a aussi été très actif. Il s'était pas procuré de grosses occasions lui, mais il avait été souvent comment, au début des actions, en étant le relais ou autre. Il a beaucoup provoqué, et puis j'ai beaucoup aimé sa prestation.
Et puis malheureusement pour nous, cette deuxième phase de match, elle s'arrête là. Ensuite, il y a une phase, je dirais un peu de transition qui a duré pas non plus énormément de temps, où le match s'équilibre dans le sens où Xamax lâche un petit peu la prise, mais Benazon est pas encore non plus très conquérant dans son approche du match pour revenir au score. Et puis cette phase, elle dure à peu près ouais, une petite vingtaine de minutes quand même, et on a une première alerte à la 74e minute avec un coup de tête de Nivo-Kadji que toute la tribune voyait dans la lucarne, Osvaldo, on est d'accord, hein? Ouais, ouais, là, on a vraiment eu très, très chaud et ben, c'était déjà un avertissement sans frais, mais qui aurait dû alerter suffisamment nos joueurs de pas laisser trop d'espace aux Tessinois dans cette fin de match. Parce que, on le rappelle, ils ont quand même des joueurs qui savent manier un ballon, hein. C'est pas une Mhm. équipe qui, pour moi, est nécessairement classée là où elle devrait être. En tout cas, je la trouve beaucoup plus en jambes que typiquement une équipe comme Chafouz, une équipe comme Lyon. Donc, c'est sûr que gros frisson et qui aurait dû, on va dire, alerter nos joueurs suffisamment pour la suite du match là. Oui, effectivement. Alors moi, j'ai beaucoup aimé personnellement la prestation de Nassim El Ghoul, hein. Je l'avais déjà beaucoup aimé lors du match aller à la Maladière. Il s'était fait, sauf erreur, l'auteur d'un des deux buts de Bellinzone. Et puis là, il a vraiment posé beaucoup de difficultés à Michael Fekhinetti et à Liridon Moulay sur le côté gauche. Ils se sont bien sortis, mais voilà, c'est quand même un joueur très intéressant que ce Nassim El Ghoul. On le reverra d'ailleurs un petit peu plus tard dans le match. Dans cette phase, en fait, après, paradoxalement, on sent que Bellinzone essaye de reprendre le contrôle du match, essaye de se créer des occasions. Mais alors, il y a un coup franc de Souza qui passe juste à côté. Mais les deux plus grosses occasions avant l'égalisation, elles sont à mettre au crédit de Neuchâtel Xamax. Alors, à la 82e, on va dire une mésentente entre Führer et Autier, mais on va dire que la mésentente, c'est surtout du côté de Guillaume Führer, Osvaldo, sur ce coup. Ouais, Fourer qui malheureusement n'a pas apporté le rendement espéré pour un remplaçant finalement. Il n'a pas été il a pas été en très très grande réussite hier et Non. c'est un petit peu c'est un petit peu dans les symboles de son entrée, hein. Ouais, alors c'était un peu la question. Avec la blessure de Koro Koné, c'est clair que la titularisation de Demassai en pointe ne faisait absolument aucun doute, d'autant plus il a fait des bonnes prestations, en tout cas sur le dernier match. Et, mais par contre, on se disait que si Demassai était amené à sortir, qui allait le remplacer en pointe? Ou alors est-ce que Anthony Breza allait essayer de passer plutôt à un espèce de 4-4-2? J'ai pas réussi vraiment à déterminer si Guillaume Fourer était devant GC Outtier ou pas. Je pense qu'il c'était pas extrêmement clair, mais ça a malheureusement pas apporté ses fruits. On va dire que le remplacement de Ben Seguir et de Demassai par Fourer et Outtier n'a pas apporté ce qu'on voulait. Tu l'as dit, Guillaume Fourer sur cette action, malheureusement pas à son affaire, mais GC Outtier fait un appel aussi un petit peu timide. Donc, il indique pas clairement à son coéquipier où est-ce qu'il va partir et à quel moment lui donner la balle, du coup, dans le timing. Et puis, Guillaume Fourer, il rate un face-à-face face à Simon Hensler. Alors, on va quand même donner du crédit à nouveau au gardien. Simon Hensler, sur ses 1 contre 1, quand le joueur est un petit peu excentré, ce qui était aussi le cas de Guillaume Fourer sur cette action, il est très difficile à battre, Osvaldo. Ah non, mais il prend une place assez importante hein, pour un gardien. Et puis, il sait ce que ça veut dire boucher son angle, il sait ce que ça veut Mhm. dire prendre de la place pour gêner l'attaquant. Et ça, c'est clairement à mettre à son crédit. Ouais. Ouais, très clairement. Alors, il a une conscience, je trouve, de où il est, en fait. Donc, il bouge vraiment bien son ongle. Mais parfois, les gardiens, ils peuvent un peu se trouver hein, là-dessus, parce que quand tu avances pour aller à la rencontre de l'attaquant, bah, tu as des fois un peu tendance à perdre de vue où tu te trouves par rapport au but, puis tu donnes un angle, du coup, au joueur offensif. Et c'est pas le cas avec Simon Hensler. Et en plus, il retarde toujours au maximum sa prise de décision. Il force, en fait, l'attaquant a décidé en premier parce que dans ces situations-là, l'attaquant, en général, il a deux options.
soit il frappe, il tente de frapper hors de position, et là il a plusieurs choix, hein. Il peut essayer de la glisser d'un côté, de l'autre, de lober le gardien suivant où ils sont, ou alors il décide d'aller à la rencontre du gardien et de tenter un dribble. Mais du coup, Simon Hensler, il rend cette décision très difficile parce que il vient à la rencontre de l'attaquant, il bouche l'angle, mais il plonge pas, il sort pas tout de suite dans les pieds avec l'objectif de prendre le ballon ou de le repousser du pied. Et du coup, ben, l'attaquant avance, 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 et puis finalement, il a plus la possibilité de dribbler parce qu'il s'est un peu excentré, il a continué sa course de manière excentrée, il frappe, et à ce moment-là, l'angle est complètement fermé. Donc, s'il n'y a pas du soutien qui vient sur le côté pour pouvoir glisser le ballon, et c'était pas le cas sur ces actions-là, eh bien, c'est plus difficile de marquer, et c'est ce qui est arrivé à Demassay 2 fois en première mi-temps, et puis à Fourer sur cette action. Mais même sur l'action de Toiti, il a tellement bien bouché qu'il l'a forcé à viser le trou de souris sur le côté droite pour nous, gauche pour le gardien, et du coup, il l'a forcé à viser à côté. Donc, au-delà des ratés, entre guillemets, je voulais aussi, parfois, il faut aussi donner du crédit à l'adversaire et au gardien adverse quand c'est le cas. Il a fait une très bonne prestation, il a rien donné, et sur le but, il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que le joueur se présente dans cette position-là, les défenseurs sont là, mais il y a de l'appui. Il y a un joueur qui vient, qui offre une solution à l'attaquant supplémentaire que de tirer dans un angle complètement fermé. Et du coup, là, il pouvait rien faire. C'était une action très bien construite. Je pense que même une autre défense que celle de Bellinzone n'aurait pas pu faire grand-chose sur cette action, tant les trois joueurs qui ont touché le ballon en dernier ont bien joué le coup. Donc, pas grand-chose, j'ai envie de dire, à reprocher à Guillaume Fourer sur ce dernier face-à-face. Et puis, malheureusement, mais on pouvait s'y attendre, arrivé l'égalisation des Tessinois à la 87e. Et on va le dire quand même, Osvaldo, mais il y a quand même un petit coup de pas de bol, de Jean-Michel pas de bol, comme dirait Varane, sur ce but, dans la phase initiale du but. Non, il y a pas vraiment beaucoup de réussite. Après, c'est moi dans des moments chauds et tendus du match, quand tu sais que tu joues les dernières minutes, pour avoir revu l'action tout à l'heure, l'espace qui est laissé, parce qu'il y a quand même pas mal de Neuchâtelois Mhm. qui sont regroupés là derrière. Et franchement, que le tireur, que le buteur ait autant d'espace dans cette zone du terrain à la, à la, à la fin de match, à la 87e, à la 86e, je trouve un petit peu, je trouve un petit peu limite Ouais. l'espace qui lui est laissé parce que c'est les dernières minutes, les gars, c'est les moments décisifs des matchs. C'est là que ça se gagne et tu dois doublement faire attention. Et moi, personnellement, c'est quand t'as passé tout. Alors évidemment que t'as passé toute la fin de match à subir, mais c'est un peu. Voilà, moi, ça m'a un peu nouveau, ça m'a un peu chafouin de voir l'espace qu'on lui laisse dans cette zone du terrain à ce moment-là du match. Ouais. Alors, très clairement, moi, j'ai vu ça aussi. Et puis, j'ai fait un arrêt sur image. Alors, le coup de pas de bol, c'est le talon de Giovanni Bamba. Il semble qu'il récupère le ballon au duel face à El Ghoul. Et puis ensuite, la balle, elle lui rebondit sur le talon et elle remet vraiment le joueur de Bellinzone dans le sens du jeu. Il aurait pu la dévier derrière, enfin devant pour nous, et puis le joueur n'aurait pas pu récupérer le ballon. El Ghoul est au sol, Bamba est debout. Donc, si elle part à un autre endroit, il est clairement le premier à pouvoir intervenir. Donc là, c'est la faute à pas de bol qui remet en position El Ghoul. Alors déjà, je pense que avec un petit peu de métier, Anthony Breza le disait, Giovanni Bamba, il doit faire faute, à mon avis, sur El Ghoul à ce moment-là du match. Parce que on sent que c'est une action rapide. La défense de Xamax est déjà un peu dans ses petits souliers et un peu hors de position. Et on sent que l'action était, à mon avis, était plus dangereuse si on laissait l'action dérouler plutôt que d'offrir une balle arrêtée à ce moment-là à Bellinzone, où on avait bien négocié les balles arrêtées sur ce match, en tout cas les balles arrêtées indirectes. Donc là, il y Mhm. a première petite erreur, petit choix. Alors sans doute que Giovanni Bamba aurait pris un carton jaune qui aurait été synonyme de suspension pour lui du côté d'Aro, mais voilà, peut-être que ça aurait été un choix judicieux. Ensuite, il y a ce coup de pas de chance, le ballon qui revient, et ensuite là, effectivement, j'ai fait un arrêt sur image pour revoir la situation. El Ghoul, on a trois joueurs qui sont au contact. Il y a Bamba qui est juste derrière lui. Il y a Fatkic qui vient à sa rencontre. Et surtout, il y a Gunnarsson qui vient à sa rencontre. C'est beaucoup trop.
dans cette zone du terrain, on n'a Mhm. pas besoin d'avoir trois joueurs qui vont au contact parce que ça libère un espace juste incroyable pour Nkama. Nkama, il reçoit le ballon, on va dire à 18 mètres, et puis il est seul. Alors il y a Fatkic qui voit la passe et il revient, mais c'est beaucoup trop tard. Au moment où Nkama reçoit le ballon et prend sa décision de frapper du gauche, c'est beaucoup trop tard. Et moi, du coup, ce qui m'a interpellé aussi là-dessus, c'est la position de Aïroulaou. Parce que Aïroulaou, Ouais. quand il voit que Gunnarsson sort au contact de El Ghoul, ok, il n'y a pas de souci, il peut, mais il doit rester sur son côté à lui, sur le côté droite, on va dire, de la partie centrale de la défense. Parce que c'est clair que El Ghoul, il va pas rester sur ce côté-là. Le jeu, il veut l'orienter sur le côté gauche. Donc, il doit rester sur lui, sur son côté droite. Et lui, à ce moment-là, il est au marquage de niveau 4Z, qui n'est pas du tout menaçant à ce moment-là de l'action. Pourquoi? Parce que même si Nkama décide de la mettre à niveau 4Z, il y a Fakinetti qui est là, dans cette zone, Mhm. qui est prêt à intervenir sur l'attaquant. Là, si Aïroulaou, il est légèrement décalé, eh bien, ça permet à Cabral d'être au marquage de Mihailovic, on le voit sur l'image, et puis surtout, ça lui permet, lui, de sortir et d'essayer de contrer la frappe. Quand il voit que les deux milieux axiaux sont dans le vent, qu'eux, ils peuvent pas intervenir, lui, ça lui permet peut-être de sortir et puis d'essayer de contrer la frappe de Nkama. Et du coup, il peut pas le faire parce qu'il n'est pas du tout au bon endroit. Et là, bah, Nkama, on va pas lui enlever non plus son mérite. Il fait une superbe frappe parce que Omer Agic pouvait encore faire l'arrêt potentiellement, mais là, la frappe, elle était tellement sèche, soudaine et bien placée qu'on peut rien reprocher à Edin sur ce coup-là. Et c'est 1-1. Mais voilà, j'ai regardé vraiment plusieurs fois la séquence, je l'ai regardé en image arrêtée aussi. Et puis, ouais, elle porte quand même pas que le sceau de la malchance, il y a aussi un petit peu, et je vais embrayer là-dessus, Osvaldo, elle porte aussi notre gestion un peu compliqué des fins de match, qu'on mène au score ou qu'on soit en position de match nul, donc en position de ramener quelque chose d'un match, on a l'impression que la bonne organisation de la défense pendant une bonne partie du match, hein, même jusqu'à la 75e, c'est pas non plus ouais, catastrophique. En soi, Bellinzone reprenait un peu le dessus, mais c'était pas catastrophique. Mais on a l'impression que tout d'un coup, dans les dernières minutes, l'équipe ne pouvait plus s'appuyer sur une assise défensive, ça défendait n'ayons pas peur des mots, ça défendait n'importe comment, Osvaldo. Ouais, ouais, puis d'ailleurs, je veux dire, un truc qui m'a marqué aussi en voyant le but, c'est la réaction de Meragic, qui peut Mhm. absolument rien faire, mais qui ne s'y trompe pas. C'est il va clairement admonester ses défenseurs et finalement tous les joueurs présents dans cette partie du terrain à ce moment-là. Parce que, bon Dieu, quoi, on doit pouvoir, on doit pouvoir défendre mieux que ça, on doit pouvoir être présent dans les moments décisifs. C'est dans les deux surfaces et c'est dans les moments clés des matchs que les matchs se gagnent. C'est la gestion des moments clés qui font que tu réussis à, à ramener des points, à prendre des victoires. Alors, je veux pas trop, dans la période qu'on est en train de vivre, que Xamax est en train de vivre à l'heure actuelle, faire la comparaison, assez cruelle avec la dernière équipe qui avait réussi une promotion en Super League en 2018. Mais on se rappelle qu'à l'époque, on avait gagné 95% de nos points. Enfin, ben, j'exagère, mais on avait gagné une grande partie de nos points sur la gestion des 10 dernières minutes, des temps additionnels, etc. Et parce que finalement, c'était nous qui faisions le nécessaire. Donc, Ouais. c'est clair que quand t'es pas là dans les moments décisifs, dans les deux surfaces, c'est sûr et certain que tu vas en pâtir. Je C'est viens de sûr. t'envoyer l'image, l'arrêt sur image de ce que je disais. Ouais. Cette séquence-là, elle vaut tous les mots que je viens de dire. On Non, voit mais les trois il y a six Xamaxiens. Neuchâtelois dans la zone, hein. Il y a 6 Neuchâtelois dans les 20 Ouais, et derniers puis mètres. il y en a surtout trois autour de El Ghoul, alors qu'il n'y a pas besoin d'en avoir trois. Et puis on laisse un joueur complètement démarqué à 18 mètres plein axe. Non, Mhm, c'est juste pas mhm, possible. Et puis tout on à n'a fait. aucun joueur qui est en position de venir contrer le joueur parce que il aurait pu être seul, mais il y avait un écran devant lui. Il y a un joueur qui peut rapidement sortir et tenter de le contrer, mais
Voilà. Et puis, les 5 dernières minutes, on a tremblé parce que on a failli. Alors, on n'a pas failli tout perdre dans le sens où Belinzon n'a pas eu de grosses occasions non plus, mais Xamax avait clairement les flopettes, comme on dit, sur les dernières minutes. Il y a eu un dégagement raté d'Omeragic, il y a eu une relance un peu en cloche. Enfin, c'était dans la lignée. On s'est dit que l'équipe allait presque tout perdre le bénéfice d'une prestation d'ensemble quand même relativement bonne dans le contenu en soi. Fort heureusement, on a quand même ramené un point. Je pense que mentalement, c'était important de pas tout lâcher et de pas perdre ce match, Osvaldo. Oui, oui, c'était certainement important de pas replonger dans la spirale de la défaite de façon immédiate. Maintenant, c'est vrai aussi que, enfin, ce genre de d'égalisation considérée à la 87e minute, en plus de ça, à la maison, il y a quand même un petit arrière-goût de défaite malgré tout. On sait qu'on prend un point, on sait qu'on reste, qu'on est maintenant invaincu depuis, enfin, entre Vaduz, la victoire à Chafouz et puis le match nul contre Bellinzone. Ça fait 3 matchs qu'on perd pas. Mais ça, c'est malheureusement, c'est des choses. Tant qu'on sera suffisamment fragile pour perdre des points dans les dernières minutes, ça empêchera à l'équipe de faire des vrais pas en avant Oui. au niveau de Clairement, la parce confiance. une bonne gestion de la fin de match, même dans un jour où on n'a pas concrétisé toutes les occasions, ou même le 50% des occasions qu'on s'est créées, on aurait pu espérer que l'équipe tienne le 1-0 jusqu'au bout. Mhm. Ou tue avec le 2-0. On se serait dit, bon, on a gagné 1-0, c'est le minimum syndical, mais on a bien tenu et on a gagné. Mais ça gâche tout parce que la deuxième partie du plan, elle tient pas. Elle tient Ah, pas. elle est foirée complet, là. Ouais, ouais. C'est, Et si Bellinzone avait égalisé à la 70e, je pense qu'on aurait vraiment beaucoup souffert sur la fin de match. Vraiment beaucoup. Mhm. Leur but est Mhm. arrivé tardivement et ils ont encore eu le temps de peut-être marquer le deuxième, mais il est arrivé relativement tardivement pour qu'on trempe pas trop. Mais voilà. Du coup, je voulais qu'on parle, hein, on évoque un petit peu les propos de Luigi tout à l'heure, hein, je l'ai évoqué, à savoir les autres équipes savent mieux jouer au ballon. Alors je vais commencer cette petite séquence analyse, Osvaldo, en te posant une petite colle. À ton avis, sur les 24 matchs disputés cette saison, combien de fois Neuchâtel Xamax a eu la possession de balle plus grande que son adversaire? Je pense que si tu me poses la question après ce commentaire-là, c'est parce on doit parler d'une majorité, à mon avis. Sinon, tu me la poserais pas, comme je te connais. Donc, Eh non, 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 c'était un piège, justement. ah ouais, d'accord. Ok, donc C'était un piège parce on que est, on a eu, sur 24 matchs, on a eu que 8 fois la possession de balle plus grande que notre adversaire. Et puis, 2 fois, elle a été équilibrée, on va dire. Il y a eu du parfait 50-50, donc 8 fois Xamax, 2 fois équilibré, et du coup 14 matchs où l'adversaire a eu plus le ballon que nous. Et sur ces 14 matchs, il y en a eu plusieurs, j'ai pas tenu tout le compte, mais il y en a eu pratiquement la moitié où notre adversaire a eu plus de 60% de possession de balle. On n'était même pas dans les 50-40 et quelques, 50 et quelques, 40 et quelques, on était dans les 60 et 30% pour nous environ. Donc, le premier constat, en fait, c'est que nos adversaires ont plus souvent le ballon que nous. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'entendait par Luigi en disant les autres équipes savent mieux jouer au ballon, mais on peut commencer en tout cas cette séquence d'analyse en disant que nos adversaires ont plus souvent le ballon que nous. Donc, je ne sais pas si on peut dire que la majorité des équipes de Challenge League sont des équipes qui aiment posséder le ballon. On sait que Carouge en est une. Ça, c'est sûr, c'est le style est identifié. Ils aiment avoir le ballon. Mais à part ça, c'est pas flagrant. Je trouve que les autres équipes sont des équipes qui aiment posséder le ballon. Donc j'ai plutôt l'impression que on préfère laisser l'initiative du jeu à l'adversaire et puis on procède soit par contre-attaque, soit par transition rapide. Au niveau des, t'es allé regarder les stats de tir, Osvaldo, sur ce match contre Bellinzone?
Alors non, mais je vais pouvoir les avoir assez vite. Je vais te les donner, hein, pas de souci. On est à 12 tirs à 14, 14. Ouais, 14 14 tirs à tirs pour 12. Bellinzone, mais 6 cadrés contre 3 pour Bellinzone. Euh, Mhm. donc, si on se base sur ces statistiques-là, Samax a été l'équipe la plus dangereuse offensivement. Donc, j'ai envie de dire, on n'est pas obligé d'être l'équipe qui sait le mieux jouer au ballon pour gagner un match de foot. Et j'ai envie de citer Thibaut Courtois. On n'a pas besoin d'avoir la possession non plus pour gagner un match de foot, en l'occurrence. Donc, les qualités visiblement de notre équipe sont plutôt, comme je disais, sur une phase de contre-attaque ou des phases de transition rapide. Alors, on l'a vu hein, sur ce match. Les joueurs, quand ils arrivaient à bien presser, il y a eu quelques pertes de balles précoces hein, pour les Tessinois. Ça nous a permis, il y a eu deux, trois fois des dégagements en touche de Hensler ou des défenseurs qui n'étaient pas forcément voulus. Et on a vu que l'équipe appréciait récupérer le ballon haut et jouer de manière rapide. Donc j'ai l'impression que c'est pas forcément que les autres équipes savent mieux jouer au ballon que nous, parce qu'on a quand même des très bons manieurs de ballon hein, sur cette partie. Si on pense à notre quatuor offensif, Touati, Moulay, Ben Seguir, Demassay, on peut pas qualifier ces quatre joueurs qui ne savent pas jouer au ballon. Mais en tout cas, je pense que cette impression, Luigi, elle vient du fait que nos adversaires, ils ont plus souvent le ballon et ils essayent peut-être plus souvent de construire par un jeu de possession et puis des passes rapides pour se créer des espaces. Ils essayent de percer notre défense plutôt par un jeu de possession. Ça a beaucoup réussi, hein. On était à 2 buts par match pendant longtemps. Là, on a réussi enfin à faire un tout petit peu baisser cette moyenne. Mais pendant longtemps, cette tactique de bien passer des ballons et de nous tourner autour fonctionnait. C'était la multiplication en fait des actions qui faisait qu'au bout d'un moment, on craquait, on n'arrivait plus à défendre correctement. Donc voilà. Mais je pense que non, les autres équipes ne savent pas mieux jouer au ballon que Xamax. On a vu aussi que c'est juste qu'on veut faire quelque chose d'autre quand on a le ballon. Soit on tente vraiment une contre-attaque claire, c'est-à-dire on récupère le ballon et on essaie de s'organiser offensivement avant que l'équipe défensive arrive à elle-même s'organiser pour défendre l'action. Ou alors, même si l'équipe est en place, on va en transition rapide. Donc, ça veut dire que soit par une verticalité dans les passes, soit par des dribbles. On a beaucoup vu Liridon Moulay et Hussein Touati sur les côtés, tout d'un coup, donner des changements de rythme hein, à Osvaldo pour Mhm. essayer de déstabiliser les joueurs latéraux du côté de Belinzone. Donc, je pense que c'est un peu le style de jeu. Alors, à voir, est-ce que Anthony Breza va tenter de, 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 de nous faire porter plus le ballon. Alors j'ai envie de dire non, parce qu'en fait, la dernière fois qu'on a eu plus la possession, c'était le 6 décembre lors de la défaite 2-1 à Nyon. Mais après, il y a eu le dernier match contre Arrow et depuis l'ère Breza, depuis le début de la saison, c'est si je me trompe pas, oui, c'est le 6e match, eh bien, tous nos adversaires ont eu plus le ballon que nous. Donc, on va observer un petit peu cette statistique prochainement et voir si elle se retourne un peu. Est-ce qu'avec la confiance, l'équipe va tenter un peu plus d'avoir des attaques placées? Mais j'ai pas forcément l'impression que Anthony Breza est un entraîneur qui vise une grosse possession de balle, Osvaldo. J'ai plutôt l'impression qu'il dit quand on a le ballon, on doit en faire quelque chose de productif, de correct. Alors certainement maintenant sur les qualités de l'équipe et puis sur les qualités qu'elle peut avoir à posséder le ballon. Moi, à la limite, j'aurais pas forcément ça m'aurait pas forcément posé problème. Enfin cette possession un peu basse m'aurait pas posé forcément problème si les conséquences sur le jeu et les résultats avaient pas eu enfin avaient pas été celles qu'elles sont cette année. Moi, je pense que finalement cette possession basse, le moment où elle nous porte le plus préjudice, c'est justement dans la gestion des matchs au moment d'un avantage pour nous. C'est-à-dire que dans ces moments-là, si tu sais contrer correctement pour pouvoir prendre l'avantage, c'est pas très grave de pas avoir le ballon. Par contre, de savoir un peu mieux le manier dans les moments clés du match te permet aussi d'empêcher
une révolte un peu trop forte de l'adversaire. Ça permet de casser le rythme, ça permet de finalement de les faire courir après un ballon alors que eux-mêmes doivent revenir égaliser. Et finalement, ça pourrait nous, enfin, avoir quelques moments de maîtrise du ballon dans le moment précis du match où on a Ouais. l'avantage, ça pourrait quand même nous aider à passer des fins de match un tout petit peu plus tranquilles. Parce que pareil, par conséquent, par essence, c'est mathématique. Si tu n'as pas le ballon, tu peux pas marquer. Et Mhm. ça, je veux dire encore, si on avait une parfaite gestion d'une phase de non-possession, autant à 0-0 qu'à 1-0 pour nous, ça me poserait pas tant de problèmes que ça. Maintenant, le truc, c'est que je pense qu'on a les joueurs pour mieux maîtriser le ballon par moment dans le match. Et que malheureusement, encore quand on est à 0-0, ça peut le faire. Mais à partir du moment où on est, enfin, on a pris l'avantage, comme par magie, ben, on n'est plus du tout à l'aise dans cette Mhm. phase de subir. Et ça, c'est quand même un peu problématique à la longue. Ouais, c'était vraiment, il y a, je sais pas s'il y a un manque de volonté ou des difficultés à priver le ballon, l'adversaire de ballon au moment où c'est nécessaire. Mais on le voit régulièrement, hein, les grandes équipes, quand elles mènent au score, elles arrivent par moments à faire ça, à priver l'adversaire de ballon et du coup, comme tu disais, à se créer des occasions par la même occasion. Alors, on sait qu'au bout d'un moment, l'adversaire va essayer de revenir fort, ils vont presser un peu plus et voilà. Mais avec un petit peu plus de sang-froid dans ces moments-là, de gestion dans ces moments-là, ben, courir après un ballon insaisissable, ça épuise. Et quand c'est en plus à la fin du match, ben, voilà, parfois l'énergie vient un petit peu à manquer. Et Anthony Breza l'a dit très justement aussi dans l'interview, hein, on a manqué un peu. C'était un peu le milieu entre ce que je disais avant, faire des fautes un peu tactiques, et ce que tu disais là maintenant, Osvaldo, maîtriser un peu plus le ballon. Il a manqué un peu des deux choses finalement pour que Xamax puisse passer une fin de match des plus tranquilles et puis gérer confortablement son avantage. Et j'ai envie de dire, la grosse zone de progression maintenant pour l'équipe d'Anthony Breza, elle se situe là. Je crois que le chantier défensif, il évolue et puis Xamax est capable de bien défendre pendant une bonne partie du match. Offensivement, pareil, on s'est créé des occasions. Il y a 6 tirs cadrés, 5 arrêts de Hensler. On l'a dit pendant le match. Finalement, Hensler a fait un très très bon match. Il a sauvé son équipe à plusieurs reprises. Donc, quand c'est des grosses occasions comme ça avec le gardien fait un arrêt, bah, on peut juste dire bravo. Il y a eu que la frappe de Hussein Touati finalement qui est passée juste à côté, et celle de Michael Facchinetti. Après, il y a eu deux, trois autres frappes un peu plus anodines. Donc voilà, mais c'est plus cette gestion de l'avantage et de la fin de match de manière générale, parce qu'on n'a pas bien géré le 1-0, mais on n'a pas bien géré le 1-1 non plus en soi. Donc, Mhm. on est passé proche de la correctionnelle, comme on dit, et l'équipe doit absolument progresser parce que c'est quelque chose qui peut être vite frustrant quand on a l'impression de très bien jouer pendant 70, 75, voire 80 minutes du match, et puis on foire les 10 dernières minutes, l'adversaire revient au score, nous prive d'une victoire qui aurait été totalement méritée, même avec un gros match du gardien en face. Et donc, ouais, c'est vraiment important. Et Anthony Breza nous l'a dit, hein, il a tout de suite remotivé les troupes dans le vestiaire dans ce sens-là en disant, alors oubliez pas ce que vous avez fait de bien sur ce match, mais il y a aussi eu quelque chose qui n'était pas bien et il faut qu'on bosse là-dessus, les gars, quoi. C'est vraiment important de bosser là-dessus. Et puis c'est des phases qui doivent être travaillées vraiment sur tout l'effectif. Parce que c'est souvent les remplaçants qui sont sur le terrain dans ce moment-là. Et les remplaçants, en fait, quand ils rentrent sur le terrain, ils doivent savoir à quoi ils vont servir exactement. Alors, ils doivent servir à tuer un match si possible, mais aussi ils doivent se mettre au diapason et puis venir presser un petit peu les milieux de terrain adverses pour les attaquants, enfin continuer tout le travail de sape que Demassai et Ben Seguir avaient fait. Et ça, j'ai pas eu l'impression qu'on a vu sur le match d'hier, Osvaldo. Et voilà, ça peut arriver un mauvais jour, mais voilà, c'est quand même un peu une constante aussi où on voit que les fins de match sont pas bien gérées. Et ça vient aussi avec les joueurs du banc, hein, clairement, cet apport-là. Donc voilà, je sais pas si tu voulais encore dire quelque chose sur ce match pour le mot de la fin. Non, je crois qu'on est assez complet.
Je crois qu'on est assez complet là-dessus. Très bien. Alors, on va passer à la rubrique suivante. La rubrique suivante, c'est le briefing du prochain match. Alors, c'est un gros morceau qui nous attend, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, Osvaldo, puisque on se déplacera sur la pelouse du Bruglyfeld, la pelouse du néo-leader, le FC Arro. Ils ont pris la tête lors de cette 24e journée. Les chiffres statistiques, donc Arro, ben, premier au classement avec 47 points, c'est que, entre guillemets, la quatrième équipe à domicile avec 20 points. Quand même 6 victoires, 2 nuls, mais déjà 4 défaites à domicile, dont une contre nous au mois d'août. Au niveau des buts marqués, c'est 43 buts, donc ça en fait la deuxième attaque, juste derrière le FC Thun avec ses 45 buts. C'est la meilleure défense du championnat avec 26 buts pris sur 24 matchs. Au niveau des 5 derniers matchs, 5 victoires, mais j'ai même envie de dire c'est 8 victoires à la suite. Le FC Arrow, ils n'ont pas égaré des points depuis le mois de décembre et ils sont invaincus depuis le 1er novembre. Donc c'est quand même assez impressionnant la série sur laquelle sont les Argoviens. Au niveau des statistiques, le meilleur buteur, c'est bien évidemment l'inévitable Valon Fazliou, 10 buts et une passe décisive. Mais beaucoup de joueurs sont en verve, hein. Nicolas Georgiev a inscrit 6 buts et délivré 8 passes décisives. Yannick Touré en est déjà à 7 buts et 2 passes décisives. Et l'ancien Xamaxien Henri Coïdé, 6 buts et 2 passes décisives. C'est des stats assez impressionnantes. Seront absents pour ce match de sur l'ancien Xamaxien Iser Aliou. Alors Iser, on lui souhaite un très bon rétablissement. Malheureusement, il s'est gravement blessé, je crois les ligaments croisés, donc opération et il sera absent en tout cas 9 mois. Donc il va manquer une bonne partie de l'année civile 2025. On lui souhaite un prompt rétablissement. Et puis Bobadilla et Yekle sont également blessés. Et l'autre, un des autres, on va dire, ancien Xamaxien, Linus Sobexer a écopé de son quatrième ou huitième, je sais plus, avertissement. Donc la conséquence, c'est qu'il sera suspendu. Au niveau de Xamax, Demassay est toujours le meilleur top scorer et Suffer est le meilleur top scorer du championnat avec 8 buts et 7 passes décisives. Il devient bientôt autant bon passeur que buteur chez le Kim de Massay. Hussein Touati, 3 buts, 5 passes décisives. Pascal Yonekashi, 4 buts, 2 passes décisives. Avec Euclides Cabral, 4 buts, une passe décisive. Au niveau des absents, Michael Gonçalves sera de surabsent. Il est gentiment en rééducation de sa blessure. Par contre, pour le reste, Corocone, il nous avait été annoncé peut-être de retour à l'entraînement, mais je pense Osvaldo qui sera pas de retour non plus pour ce match. Et puis Ismaël Sidibé était annoncé sur le retour contre Bellinzone, mais il n'a pas été non plus sur la feuille de match, donc on ne sait pas trop s'il pourra être aligné ou pas. Par contre, l'absence de Liridon Moulay est confirmée puisqu'il a écopé de son quatrième avertissement. Je pense qu'il est arrivé avec 3 avertissements de sa dernière saison au slow et puis du coup, voilà, il était déjà sous la menace d'une suspension depuis son premier match avec nous. Donc il sera suspendu. Voilà, on s'attend à un match très compliqué la semaine prochaine, mais, mais on l'a dit, si on arrive à gommer ce qui n'a pas fonctionné sur ce match contre Bellinzone, Osvaldo, on part pas non plus en victime expiatoire sur ce match. Non, maintenant, faut quand même prendre conscience que malgré les quelques absents que peut avoir Haro, ils sont quand même sur une phase assez incroyable de confiance sur les derniers mois. Ils ont finalement, à la longue, pris la place qui était logique pour eux dans cette place de leader, vu que Toon, très honnêtement, moi, je profite pour le dire aussi, ça me surprend. J'en ai parlé un peu avec un ami et collègue avec lequel j'étais à la Tuilière, notamment samedi soir pour le Dan Servette. Je suis assez étonné de voir quand même le manque de, c'est une petite parenthèse, hein, mais le manque de capacité finalement de Toon d'avoir une attitude de patron par rapport à la saison qu'ils ont faite l'année passée, notamment comme ils avaient tenu tête au FC Sion. Maintenant, on affronte la meilleure équipe du championnat depuis un petit moment maintenant.
L'année passée aussi, on avait remporté le match aller, on avait remporté le match de l'été-automne au Bruglifeld avant de perdre au printemps. Euh, on va au-devant d'un match, puis je dis, si on gomme nos erreurs, évidemment, qu'on part pas en victime expiatoire. Maintenant, si on fait pas un match proche de la perfection, ça va être compliqué de ramener quelque chose du Bruglifeld. Ouais. Alors tu me vois arriver, hein, mais est-ce que il faut mettre en place un plan anti-Valon Fazlou? Le pic de forme de Haro, le retour au premier plan du FC Haro après un début de saison compliqué, il est clair et limpide, hein. Il correspond avec le retour de blessure de Valon Fazlou. Il n'y a pas photo à ce niveau-là. Oui, maintenant, je sais pas pour autant que je mettrais nécessairement un plan anti-Fazlou en place. Je crois que c'est de toute façon, enfin, surtout, enfin, en fait, on vient de parler en long et en large de l'action de légalisation d'hier après-midi. Euh, j'ai pas l'impression, enfin, je suis pas sûr que juste après un but encaissé de la sorte, le message de dire il faut faire un plan anti un joueur, ce soit super positif pour l'équipe en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je suis pas certain que ça soit super bien reçu par les joueurs, parce qu'après tu as le risque justement de laisser de l'espace aux autres. Donc pas forcément maintenant c'est le genre de match où tu sais que tu dois pas laisser un centimètre derrière et que tu dois Mhm. faire un match proche de la perfection, surtout que Alors, certainement que le ouais, public argovien sera là en nombre, quoi. ouais, ouais. Ouais, ben, je pense, hein, que le Brugelfeld sera bien, bien garni, même si le match a lieu vendredi soir. Alors, quand je dis un plan anti-phase you, ça veut pas dire que tous les joueurs doivent avoir les yeux sur lui et puis être sur lui pour libérer des espaces. Mais je pense que ben, Valon Fazlou, c'est quand même un joueur qu'on connaît depuis plusieurs saisons. On connaît son rayonnement, on connaît son plan de jeu et pourtant, personne n'arrive vraiment à le contrer sur une saison. En tout cas, peut-être sur certains matchs, certaines défenses arrivent à l'annihiler. Mais c'est vraiment au niveau offensif, c'est une plaque tournante. Et puis pour un numéro 10, parce que c'est pas non plus un attaquant de pointe, hein, il marque énormément, il aime prendre les espaces. Et on l'a vu même au match aller à la Maladière, il n'a pas besoin de beaucoup des espaces pour concrétiser. Moi, je pense quand même que, ben voilà, alors le plan anti-phase Liu, c'est peut-être un petit peu exagéré en soi, mais d'avoir un joueur dont la mission principale est de limiter son impact dans le jeu, de pas lui laisser un seul espace pour s'exprimer, ça reste quand même, j'ai presque envie de dire, un passage obligé pour contenir ce FCRO. Alors évidemment que Georgiev, sur son côté gauche, il est dangereux. Évidemment que Koïdé, sur le côté droite, il est aussi dangereux. Évidemment que, il faut surveiller l'attaquant central. Ou même encore un Sofiane Baloul, hein, qui est aussi une des recrues argoviennes de ce mercato d'hiver en soi. Et puis c'est de toute façon collectivement qu'on arrivera à les contrer, ce FC Haro, mais d'avoir peut-être une attention un petit peu plus particulière. Et là, je pense surtout au choix des milieux défensifs. Est-ce que euh, Anthony Breza va faire confiance à Fabio Saiz et à Kenan Fatkic, qui ont fait un très bon match, hein, tous les deux, contre Bellinzone, comme il l'avait fait en deuxième mi-temps contre Chafouz? Ou alors est-ce qu'il va privilégier plutôt un Giovanni Bamba dans cette rôle presque de sensu, où il est capable, Giovanni Bamba, de marquer à la culotte et de limiter aussi l'impact physique, parce que Bamba, au duel physique, ben, il est présent, il est très difficile à déborder. Donc, je voulais avoir un petit peu ton avis aussi sur la question. C'est un peu compliqué. Évidemment qu'un joueur qui a les caractéristiques physiques, il peut vraiment peut vraiment soulager dans ce genre de match pour limiter l'impact dans le jeu d'un joueur. Maintenant, en même temps, Bamba, ça fait partie des joueurs dont j'attendais qu'il nous apporte énormément sur cet aspect-là à son arrivée en début de saison. Et je peux pas le cacher, j'ai quand même été un chouïa déçu de
plusieurs fois quand même, hein, particulièrement des fois où il avait l'occasion de se montrer en tant que titulaire. J'ai pas toujours été super convaincu par ses prestations. Mhm. Et là, c'est quand même un match, on l'a dit et répété depuis le début de ce briefing, c'est pas, c'est loin d'être une équipe de pitre qui est en face de nous. Donc, franchement, j'ai de la peine à dire parce on sait que le travail défensif a quand même été notre problème pendant toute cette saison et que j'ai un peu de la peine à dégager des favoris dans la zone du terrain où il va falloir éviter à un joueur, enfin, on va empêcher à un joueur comme Fazlou de s'exprimer, dans le sens où tout le monde, je pense, quel que soit le joueur qui sera choisi à ce moment-là pour le marquer, il va falloir qu'il montre autre chose que ce qu'on a vu cette saison, quoi. Parce Qui que le surveille s'il y a comme eu, le lait sur le feu, ouais, c'est bah clair. oui, s'il y a eu que deux matchs jusqu'ici où on n'a pas encaissé de goal 90 minutes durant, il y a quand même une raison. Et je pense que c'est de nouveau, moi, Bamba, c'était un joueur qui, au slow, m'avait beaucoup impressionné du fait de justement cette dimension physique-là et comment il pouvait le soulager le milieu de terrain du slow. Je suis loin d'avoir vu ça avec Samak jusqu'ici. Donc, Mhm. je suis navré pour le débat, mais j'ai un petit peu de la Non, peine à. le débat, c'était ouvert. Je voulais avoir un petit peu ton avis sur le Ouais, mais sujet. On a aussi potentiellement Moussa Arraz. On ne sait pas trop où il en a sa préparation, mais ouais. on peut imaginer qu'il va pas être propulsé comme ça titulaire. Peut-être que si physiquement il est prêt, ben, il pourra être sur le banc et puis avoir quelques minutes de jeu suivant la tournure du match. Mais voilà, je vois pas Arraz titulaire sur ce match. C'est vrai que je voulais questionner Anthony Breza à ce sujet, mais j'y ai pas pensé. Donc voilà. Et on va parler aussi, on a beaucoup parlé de l'offensive argovienne, mais que dire de la défense, hein, qui avec Aqua et Muller a vraiment deux patrons, hein, dans le centre de la défense. Alors Oberxer sera suspendu, mais son pendant à droite, Marcin Dickenman est aussi un très bon joueur de Challenge League. Et puis un Marvin Nubel qui voilà qui est un bon gardien, ni plus ni moins. Donc vraiment une équipe argovienne très très complète. Et puis il faudra vraiment faire un match plein pour espérer ramener quelque chose du Bruglifeld vendredi prochain. Personnellement, tu vas te déplacer, Osvaldo? Absolument pas. J'ai le repas de, là, c'est pas une question de journée remplie ou de moyens, c'est une question d'obligation du vendredi soir. J'ai l'assemblée générale de mon équipe de Ligue Romande. Donc, on a notre repas annuel. Et malheureusement, je serai pas présent au Liefeld. Ben, Voilà. dommage, tu as montré un bon match. On peut espérer que un Xamax inspiré et puis en réussite offensif contre un FC Arrow solide peut donner un beau festival offensif des deux côtés. On peut espérer voir un match avec Hmm. beaucoup de buts. Mais voilà, on Pour verra. On l'anecdote, espère. Oui. pour l'anecdote, ce repas l'année passée était tombé, parce que c'est plus ou moins toujours à la période du mois de mars. Ce repas, pour moi, il était tombé sur la deuxième victoire 4-0 contre Thun. Donc j'avais raté une soirée mémorable à la Maladière. Enfin, d'un côté, j'espère que Xamax ramène quelque chose du Wrigleyfeld. D'un autre côté, j'espère que la journée, la soirée n'est pas trop pyrotechnique pour nous, pour pas trop regretter de pas y avoir été. C'est un peu bizarre comme sensation, mais voilà, tu m'auras Ouais, compris. c'est ça. J'imagine que tu auras un peu l'œil rivé sur ton téléphone pour suivre l'évolution du score. Oui, en tout cas, l'évolution Donc, du score, ça c'est sûr. Oui, 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 tout à fait. voilà. Ok, alors Osvaldo, ben, je pense qu'on peut gentiment passer à la conclusion de l'épisode. Alors, juste une chose à vous dire en conclusion de l'épisode, c'est vous donner un peu des nouvelles d'un ancien Xamaxien. Vous vous rappelez tous, il avait percé l'écran avec nous au printemps dernier. C'était notre attaquant autrichien Otto Gaulle, hein. Il avait effectué trois belles prestations avec Samax et puis sans doute on savait qu'il allait attirer, à mon avis, l'œil des recruteurs. Et puis ça n'a pas manqué. Alors vous l'aurez peut-être manqué dans la presse. On en a très peu parlé. Nous-mêmes, on a oublié d'en parler, mais il a été transféré à Sion.
cet été, enfin l'été dernier, Osvaldo, l'été 2024, à l'aube de cette saison. Et puis, sur la lancée de leur saison, bah, les Sédunois ont fait confiance à l'effectif en place, un effectif qui avait survolé la Challenge League. Donc, Otto, malheureusement pour lui, s'est souvent retrouvé en tribune. Très très souvent, à une ou deux occasions, il a fait une apparition sur le banc, mais sans pouvoir entrer sur le terrain. Donc, des débuts qu'on qualifierait de vraiment très timides pour le goleador autrichien. Mais alors, depuis la reprise, voilà, Didier Tolo, en recherche de solutions, lui a commencé à lui faire confiance et Otto commence vraiment à se montrer digne de la confiance que lui porte son entraîneur. 3 buts en 6 matchs, Osvaldo, pour Otto. Et quel but, quoi! Le 1er février, du côté du Cornaredo, Sion se déplaçait pour jouer contre le FC Lugano. Et puis, Otto, premier but en Super League à la 82e, une pépite. Un centre de Zanotti sur le côté droite. Et puis alors, une subtile talonnade en reculant, dos au but, pied gauche, un régal de but. Tu l'as vu en direct, celui-là. Enfin, tu l'as vu, ce but, ce premier but de Otto sous ses nouvelles couleurs, Osvaldo. Tout à fait, oui. Ouais, ouais. C'était un vrai Mais régal, quoi, un geste, mais ce sont vraiment, les, on a pour ça, retrouvé l'instinct de Otto tel qu'il l'avait chez nous à peu près un an auparavant, quoi. je profite de dire que pour nous, les fans de foot, les réseaux sociaux, c'est génial. Pour les joueurs eux-mêmes, quand ce genre d'image-là tourne, c'est quand même compliqué, hein. On pense notamment bah, à celui de Cololi ce week-end à Bâle. Ouais, Euh, celui d'Otto, tu veux dire. ouais, exactement. Non, mais à part ça, il y en a certains. Otto, de temps en temps, bah, il nous met des pépites ou, enfin, il nous met il nous met des buts normaux. Puis il y a des fois où, ben, ça mérite le prix Puskás. Ouais, c'est ça. Là-bas, Et il a, c'est là il où a, il a, il a 3 prix Puskás quasi parce que après 3 matchs assez calmes pour lui, il a eu du temps de jeu, mais il a pas scoré. C'était la semaine d'avant, le 23 février, du côté de l'Allemagne de Lucerne. de Euh, la Suisse Sport Arena, tu veux ouais, dire. la Suisse Arena, ouais, moi je suis encore dans les années 90, c'est fou. Du côté de la Et Suisse Arena, il y a quand même eu encore un stade intermédiaire entre l'Allemagne et la Suisse Sport Arena. c'est Je tiens à ça. Ouais, préciser, c'est parce ça qu'il y a pour, eu un c'est nombre pour ça que je effet, hein. dis les années 90, tu vois. C'est même C'est pas les dire à années quel point t'es 2000. décalé. Ah ouais. À la 58e, il bénéficie d'une petite passe, d'un très bon travail de Klidje, et là, une frappe limpide du gauche, légèrement dévissée, elle lobe Timothy Fayoulou, imparable dans la lucarne, un autre geste superbe du buteur. Et ensuite, que dire de sa réussite une semaine plus tard, donc pas plus tard que samedi dernier, 1er mars, en déplacement au Parc Saint-Jacques. Cette fois, c'est bon, je suis dans le bon stade. Et cette fois, c'est carrément très tôt dans le match, hein. Là, il avait plutôt scoré en deuxième mi-temps, mais là, on joue la 17e minute. Et puis, un très bon travail de Schmid sur le côté. Et là, il nous reprend une tête, on va dire, à 7 mètres, ouais, 6 mètres. Il est juste devant le point de penalty. Et il la prend un petit peu de manière bizarre, mais alors, que dire de la trajectoire de la balle? Elle part un peu flottante et elle va se loger dans le petit filet. À nouveau, imprenable pour le pauvre Timothée Fayoulou. Alors voilà, 3 buts en 6 matchs pour Otto. On lui souhaite vraiment le meilleur sous ses nouvelles couleurs et on espère qu'il va encore crever l'écran sur cette fin de saison avec le FC Sion. Mais voilà, grosse, grosse impression pour Otto Gaulle avec ses nouvelles couleurs, Osvaldo. Tout à fait. Maintenant, si je peux juste, vous avez bien compris, hein, si vous nous avez aussi suivi un peu dans l'épisode débrief qu'on avait fait de l'équipe de Suisse à l'Euro, vous avez compris la vanne depuis un petit moment, je pense. Il y a quand même, c'est aussi, pour parler un peu plus sérieusement, il y a aussi la cruauté du foot, c'est que finalement, Cololi avait fait des débuts pas si mauvais que ça depuis son retour au FC Sion. Et le contraste entre sa Panenka contre Servette qui permet à Sion de prendre un point et puis cet autogol à balle, c'est quand même la cruauté du foot et à quel point on peut passer de 0 à 0 en peu de temps. Donc voilà quoi, ça symbolise un peu la cruauté du foot et c'est toujours assez violent de voir ces contrastes d'une semaine à l'autre, et puis de voir comment ça peut tourner en deux temps trois mouvements quoi. C'est franchement parce que Cololi,
En plus de ça, il est passé chez le diffuseur officiel du championnat suisse en invité dans l'émission de podcast du dimanche soir. Euh, il apporte aussi de l'expérience. C'est vraiment un garçon bien et ça fait, franchement, on est très très proche de lui dans ces moments-là, quoi. Ok, Voilà. très bien. Voilà, une deuxième chose à vous dire aussi, vous l'avez vu, on a publié un petit sondage sur nos réseaux pour élire le meilleur et le pire déplacement de la saison Challenge League. On trouvait un peu prématuré, on a déjà eu quelques réponses, mais on trouvait un peu prématuré. On va encore laisser courir le sondage quelques jours et on vous présentera ce classement dans une rubrique spéciale lors de notre prochaine épisode, en plus du débriefing du match contre le FC Haro. Donc Osvaldo, si t'es pas encore allé voter, vas-y. Ouais, effectivement. Du coup, on a déjà reçu ouais, presque une petite vingtaine de réponses. Donc je republierai, je pense, encore le lien durant de la semaine. Comme ça, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voter, allez le faire. Plus il y a de personnes qui votent, plus les résultats seront objectifs. On Ils sont présentera le parlants. classement et puis nous, on donnera aussi un petit peu notre avis et puis nos anecdotes sur les différents stades, puisque Osvaldo, on les connaît tous maintenant, ces stades de Challenge League. Oh oui, et moi ça date même d'avant mon arrivée chez Examcast. C'est vrai que j'ai eu avec les nombreuses années de déplacement avec les supporters, j'ai eu l'occasion de les faire en long, en large, en travers, et finalement même ceux que j'ai mis du temps à faire, puisque l'un de ceux que j'ai fait le plus tardivement, ça a été le Rheinpark de Vaduz. Mhm, Et j'ai fini par tous les faire. Je crois que si tu prends les 21 stades, les 21 autres équipes des deux premières divisions, aujourd'hui, je crois pas qu'il y ait un stade que j'ai pas fait dans ma vie. Donc oui, je crois que on a eu suffisamment d'expérience dans ces différents stades mhm. pour faire un classement objectif. Tout à fait. Alors, le classement, au début, on voulait le faire nous, puis après, on s'est dit, moi, si on incluait l'avis de nos auditeurs, ça serait sympa aussi. Donc, ça sera aussi votre classement à vous, ça sera pas uniquement celui des animateurs, mais les animateurs, on se permettra un petit peu de commenter ce qui nous plaît et ce qui nous plaît un peu moins dans chacun de ces stades. Du coup, Mhm. voilà, merci à vous, chers auditeurs, pour nous écouter chaque semaine. Et puis, merci à toi aussi, Osvaldo. Mhm. Bonne semaine à toi. Bon souper aussi avec ton assemblée. Et puis peut-être qu'il faudra mettre en mute les groupes parce qu'on est toujours très actifs hein, sur nos groupes pendant les matchs. Si tu veux pas être Ouais, mais complètement inondé de messages. moi j'ai une règle très simple avec les groupes WhatsApp, c'est que je les mets toujours sous silencieux à partir du moment où je suis ajouté dessus et je vois les notifs quand je vois les notifs. Et je crois qu'avec vous, je fais particulièrement bien. Par moment, on est très actifs, effectivement, surtout les soirs Ah, de ça, il y a des match. soirs où, quand je vois le nombre de messages en une heure, je me dis que je fais bien d'avoir muté, quoi. Je fais pareil des fois aussi. Moi, je mute pendant les petites périodes, mais après, j'enlève, je remets le son, du coup. Voilà, merci à tous, bonne semaine à tous et à tout bientôt. Bye bye. Bye bye.